Nous avons, pour la première fois, c'était il y a à peu près 5 ans, organisé des journées comme celle-ci. C'était à Paris, la première fois, et on avait à peu près 150 personnes. C'était des militants, c'est des gens qui poussaient des idées, etc. Bon, on pousse toujours les idées, je vous rassure. Sauf que maintenant, on n'est plus 150, on est 700. 700 à Nancy, et franchement, ça fait chaud au cœur de voir que ce mouvement des maisons de santé, des équipes de soins primaires coordonnées, prend et fait partie, j'allais dire maintenant, du paysage et contribue à la modernisation de l'offre de santé en France. Donc vous pouvez vous applaudir pour ça, rien que pour ça. Nancy, ville de l'Est, Nancy avec son maire qui va vous souhaiter un mot d'accueil, Monsieur Laurent Hénard. Nancy est une ville étudiante, une ville thermale, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la célèbre place Stanislas, allez-y, ça vaut le coup, une place réputée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et puis une place aussi symbolique parce qu'elle fait le lien entre ville neuve, ville ancienne, quelque part, tout un symbole pour nous également aujourd'hui. Monsieur Laurent Hénard, pour nous accueillir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Nancy. Quelques mots rapidement, effectivement, sur cette ville qui est une ville neuve, finalement, puisqu'elle a été créée il y a moins de 1000 ans. Nancy est une ville qui s'est construite, en fait, avec l'histoire, puisqu'elle a été choisie comme capitale par les ducs de Lorraine, qui cherchaient, au milieu de leur duché, un territoire qui n'était ni sous l'influence allemande, ni sous l'influence française, ni sous l'influence de la maison de Bourgogne et des Flandres à l'époque. Et c'est comme ça que Nancy est née. Et puis la ville s'est développée, évidemment, comme se développent les capitales, c'est-à-dire avec une vie intellectuelle, avec une vie artistique, et avec très tôt la volonté des ducs d'y installer une université. Voilà, c'est le premier trait caractéristique de Nancy, c'est la présence depuis longtemps d'une vie universitaire, d'une vie scientifique, qui fait qu'aujourd'hui, la première université de l'Est de la France est l'Université de Lorraine, que Nancy en est évidemment la locomotive, avec près de 50 000 étudiants, et que d'ailleurs les formations de santé jouent un rôle de premier plan dans le développement de notre université, autour de la faculté de médecine et des différents instituts de formation paramédicale. C'est d'ailleurs, en matière universitaire, le grand projet qui est en cours à Nancy, qui est de regrouper sur notre technopôle, autour de la faculté de médecine, aussi la faculté de pharmacie, la faculté d'odontologie, et de faire en sorte que la plateforme de recherche sur la santé, le bien-être, le vieillissement, puisse se développer autour de cette offre d'enseignement supérieur et de recherche. Je voudrais dire aussi que la ville, très tôt, a développé évidemment des services publics, et il y a à Nancy une vraie tradition d'action sanitaire et sociale. Là aussi, volonté du pouvoir ducal, mais qui s'est confirmée tout au long du XIXe et du XXe siècle. Je rappelle que Nancy a évidemment été marquée, comme toutes les villes de l'Est, par les conflits, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, que ça a été pour nous des moments de grand choc, mais aussi des moments où nous avons développé, sur le plan des actions de solidarité sociale, sur le plan de la santé, des initiatives qui ont marqué la ville et qui font qu'aujourd'hui, le secteur de la santé est le premier secteur d'emploi de l'agglomération nancéenne. Plus de 33 000 emplois sont dans notre CHU, bien sûr, mais aussi dans nos cliniques et dans les praticiens libéraux et leurs collaborateurs. Donc c'est important de dire que pour nous, dans les 4 secteurs stratégiques que nous avons identifiés pour le développement économique de notre métropole, puisque la communauté urbaine va passer métropole au 1er janvier 2017, très probablement, nous avons identifié le secteur de la santé, du vieillissement et du bien-être. Vous avez évoqué le thermalisme, qui est effectivement un projet que nous développons actuellement, comme un secteur qui doit nous donner une visibilité nationale et européenne. Voilà ce que je voulais dire pour présenter cette ville d'un peu plus de 100 000 habitants, au cœur d'une zone d'emploi de près de 600 000 habitants, la deuxième zone d'emploi de l'Est après Strasbourg, et qui, sur le plan intercommunal, est très intégrée, puisque notre communauté urbaine a déjà les compétences d'une métropole et doit dorénavant simplement en acquérir le statut. Quelques mots sur peut-être les problématiques que vous posez, parce que quand j'étais député, j'ai souvent été amené évidemment à travailler sur les maisons et pôles de santé,
Alors ça a commencé, vous vous en doutez, par le secteur rural, évidemment, mais le maire de Nancy que je suis travaille maintenant sur cette question en milieu urbain. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés évidemment à des effets de ciseaux, vous connaissez encore mieux que moi, une population qui vieillit, qui est habituée à ce qu'en matière d'espérance de vie, de qualité de soins, on fasse toujours plus et toujours mieux, une exigence très forte sur la santé, quand on regarde la compétitivité de Nancy, quand on regarde comment accueillir des entreprises, comment faire venir de nouveaux habitants, on s'aperçoit que l'offre de soins et l'offre autour de la santé et du bien-être est un élément essentiel, à côté de la formation des enfants, à côté de la culture, du sport et des loisirs, à côté bien sûr du prix du mètre carré à acheter ou à louer et des impôts locaux. La santé est un des critères importants de comparaison et donc de compétition. Ce qui veut dire que nous avons une exigence qui va toujours croissante de la part de nos concitoyens usagers et parfois, hélas, un peu consommateurs. Dans le même temps, on a une démographie médicale, vous le savez, qui est ce qu'elle est, et qui se double d'une évolution de la pratique professionnelle des métiers de santé. Le nombre d'heures que quelqu'un est prêt à consacrer chaque semaine au cours de sa vie a sûrement évolué, et pas forcément à la hausse. La façon de travailler, où seul on était prêt à tout assumer, elle aussi change. Il y a la recherche de réseaux collectifs, d'un travail organisé en équipe. Et tout ça, à mon avis, est une bonne évolution sur la qualité des soins du moment qu'on l'anticipe et qu'on la maîtrise. C'est la raison pour laquelle, dans une ville comme Nancy, nous travaillons avec les ordres, alors pas seulement l'ordre des médecins, mais les ordres des professions de santé ordonnées, les syndicats professionnels des professions de santé qui ne sont pas ordonnées. Nous travaillons avec eux sur la démographie projetée dans les quartiers de la ville et sur la capacité que nous avons, au fil des opérations immobilières, à permettre de constituer dans les quartiers des maisons de santé ou des pôles de santé. On le fait bien sûr avec le rôle de la collectivité qui en ville n'est pas de subventionner, mais qui est de faciliter, d'anticiper, d'inscrire au plan local d'urbanisme, de lever les contraintes, de dialoguer avec l'ABF, et parce qu'on connaît les règles des ordres, d'anticiper concrètement ce que sera le respect par les professionnels concernés des différentes règles qui s'imposent à eux dans leur nouvelle installation. L'accélération, évidemment, des mutations d'implantation des professionnels de santé est réelle avec la mise en œuvre de la loi de 2005 sur la mise aux normes. C'est un facteur qui nous pousse à aller plus vite, mais qui, je pense, nous amène à concevoir une évolution qui, je crois, se fait dans l'intérêt des professionnels de santé, parce que travailler en équipe, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus simple, je pense, que travailler seul, surtout dans la société disloquée dans laquelle nous sommes, pour le mode de vie quotidien, familial et professionnel de nos concitoyens, et organiser de manière collégiale, je dirais plus le mot collégial que collective, et organiser en équipe le travail des professionnels de santé, c'est aussi, je pense, permettre aux habitants d'une ville comme Nancy de savoir que dans un quartier, entre la pharmacie, la maison de santé ou le pôle de santé, ils trouvent toute une offre de soins à laquelle ils peuvent, bien sûr, sur laquelle ils peuvent s'appuyer, et offre qui, de mon point de vue en plus, peut être utilement demain connectée aux travaux de la faculté de pharmacie et des instituts de formation. Je pense que ce sont des lieux qui peuvent être plus facilement partenaires des facultés et des instituts pour former les professionnels de demain. On cherche, vous le savez, des terrains de stage et de pratique. La médecine générale est devenue une spécialité. Il n'y a que la France pour imaginer qu'on puisse être spécialiste en généralité et généraliste dans une spécialité. Et très concrètement, ça se fait encore beaucoup au CHU, cette affaire, ce qui est un peu dommage pour un médecin généraliste qui est un médecin de ville. Donc je crois que, sincèrement qu'on n'aura ensemble que des progrès à faire. Vous serez accueillis à la mairie ce soir pour votre repas de gala par Marie-Catherine Talot, qui est l'adjointe à la santé de la ville de Nancy, qui elle-même d'ailleurs est ma sœur kinésithérapeute, et qui, je crois, pourra, si vous le souhaitez, discuter plus avant avec vous de cette façon qu'on a en ville d'anticiper l'évolution des pratiques professionnelles et la meilleure satisfaction des besoins des patients. En tout cas, vous avez évidemment un des plus beaux métiers entre vos mains, qui est celui, pas seulement de s'occuper de la vie des gens, mais derrière le fait de savoir qu'on est bien soigné, il y a une qualité de vie, il y a une certaine confiance dans le territoire, dans ses voisins, dans ceux qui vivent avec vous dans la même cité. Et il y a assurément, je le pense, un modèle. On parle beaucoup en ce moment de modèle de société au fil des réformes que l'on accepte plus ou moins. Je crois que la santé partagée, la santé accessible par tous, pour tous, fait partie du modèle français.
Et je crois sincèrement que ces nouveaux modes de pratique professionnelle que vous illustrez nous aideront à mettre aux impératifs du XXIe siècle ce modèle sans en perdre les principes et les ambitions. Merci et bonne journée de travail à vous. L'exemple parfait d'un partenariat entre professionnels de santé et élus locaux. Avec ces mots qui nous réconfortent, merci Monsieur le maire, on va tous ensemble dans la même direction. Un autre partenariat, un autre partenaire essentiel au paysage, l'ARS. L'ARS qui a changé récemment puisque nous avons eu une fusion entre 3 régions ici, entre l'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne, avec son directeur, Monsieur Claude Darcourt, pour nous accueillir et puis pour nous dire peut-être un peu comment il perçoit, lui, cette montée en puissance, ces idées portées par les équipes de soins primaires. Bonjour à toutes et à tous. Et pour faire une transition avec le propos de Monsieur le maire, dire qu'il y a un homme qu'on aime beaucoup à Nancy, qui est le roi Stanislas. Voilà un homme qui a régné un certain temps. Il l'a fait presque par hasard. Il a réussi à accrocher la Lorraine à la France, ce qui n'était pas évident. Mais surtout, il l'a fait dans un esprit de concorde, d'apaisement, de sérénité, qui sont des qualités que nous retrouvons ici pour le travail en équipe. Et je pense que ce sont des qualités dont nous avons infiniment besoin dans la matière et dans le sujet qui nous occupe. Alors je voudrais d'abord remercier le président, votre président, pour 2 raisons, qui sont des petits clins d'œil. Le premier, c'est que grâce à votre congrès, nos amis du ministère sortent du ministère. Bienvenue à Katia Julienne. Et si vous voulez faire un congrès tous les 3 mois ici, d'abord, je pense que Monsieur le maire sera très content parce que ce superbe outil sera utilisé encore plus qu'il ne l'est. Et puis nous serons encore plus contents puisque nous verrons à chaque fois une délégation de la DGOS venir sur le terrain. Et puis, deuxième remerciement, c'est le fait que ce congrès est l'occasion, parce que je sais que nos amis de l'assurance maladie sont dans la salle, et j'y reviendrai dans un instant, c'est aussi l'occasion de vous manifester ce que j'appellerais l'unité stratégique, de vision stratégique et de fonctionnement qui doit exister et qui existe entre l'assurance maladie et la structure du ministère de la Santé. Je pense que pour vous, professionnels de santé, il n'est pas supportable d'être baladé d'un guichet à un autre, de voir des structures qui se renvoient la balle. Et je peux vous dire que nous mettons tous nos efforts. Je sais que Sylvie Mention, la directrice de la CEPAM du Bas-Rhin, est dans la salle. Je la salue. C'est elle qui est notre interlocutrice pour l'ARS. Et nous mettons nos meilleurs efforts, comme on dit, pour faire en sorte que pour vous, nos clients ou ceux avec lesquels nous devons avoir une relation constructive, eh bien, il n'y ait pas 36 000 portes d'entrée, que nous soyons solidaires, assurance maladie et ARS, dans la gestion de vos projets. Je crois que cette solidarité, d'ailleurs, elle s'affiche dans une circulaire qui est intéressante, qui est claire, qui est celle qui a été prise sur le règlement arbitral et qui positionne bien le qui fait quoi. J'allais dire qu'à côté de cette alliance stratégique, il y a une alliance immobilière, parce que si vous sortez du centre Prouvé, vous verrez que nous nous sommes discrètement accolés au bâtiment de l'assurance maladie, ce que l'assurance maladie n'avait pas vu tout de suite. Et je rassure le directeur de la CNAM qui va arriver, nous restons 2 fois plus petits que l'assurance maladie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Alors, je voudrais développer, si vous me permettez, quatre points rapides. Le premier, il faut le reconnaître, sur le plan de l'administration, les temps ne sont pas faciles. Vous y avez fait référence. Nous sommes dans une région qui fusionne 3 territoires. Et ce sont 3 territoires qui portent 2 familles, qui sont différentes. L'Alsace et la Moselle n'ont pas la même histoire que le reste du territoire. Et on peut dire tout ce que l'on veut, il peut y avoir tout le volontarisme que l'on souhaite, il peut y avoir toute l'énergie politique. Ce sont bien des données qui sont essentielles, dont nous devons nous imprégner si nous voulons travailler correctement. Et ça ne facilite pas la création d'un territoire homogène, parce que l'histoire ne l'a pas rendu homogène. Alors même si M. Coué est un ancien, et même si sa méthode, la méthode Coué, est bien commode, nous devons bien comprendre ses limites. Nous devons aussi avouer humblement que construire une organisation sur 3 sites
avec des directeurs qui sont répartis sur Châlons et Strasbourg, n'est pas non plus un facteur de simplification de la tâche. Et je pense qu'il faudra qu'au fil du temps, cette question évolue. Mais comme le souhaitait, comme vous le souhaitiez à La Rochelle en 2015, votre président avait dit qu'il faudrait que la DGOS crée une direction des soins de proximité. Eh bien, nous l'avons fait à Nancy. Voilà, il y a dans l'ARS une direction des soins de proximité. Son directeur est là, Wilfried Strauss, et je suis heureux que nous ayons pu apporter notre modeste contribution à la satisfaction de vos vœux. Toujours dans cette... les temps sont difficiles, ils sont incertains. Autant le dire, il y a un nouveau conseil régional. Le conseil régional est installé à Strasbourg, mais réparti un peu sur le territoire, et je pense que les pratiques qui avaient lieu au conseil régional d'Alsace ne sont pas celles qui nous ont fait avancer ici en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Il y a donc un travail de conviction à avoir pour avoir la certitude que le conseil régional, le nouveau conseil régional, prendra à bras-le-corps le sujet des maisons de santé pluridisciplinaires. C'est pour nous quelque chose d'essentiel. Un dernier commentaire sur cette difficulté des temps. Quand mes collaborateurs ont un peu le blues, je leur dis « Vous allez visiter une maison de santé pluridisciplinaire et vous reviendrez gonflés à bloc. » Et ça marche. Chaque fois que nous allons dans la Meuse, dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle, nous sommes enthousiastes du travail qui se fait. C'est mon deuxième commentaire. Il y a sur le nouveau territoire Grand Est 63 maisons de santé pluridisciplinaires existantes. Sur ce chiffre, il y en a 34 qui sont ENMR passées en ERA. Mon langage est très clair, donc ENMR passées en ERA. Sur ces 34, il y en a 27 qui sont en Lorraine. Et sur ces 27, il n'y en a que 15 qui sont dans la Meuse. Et je voudrais, à cette occasion, saluer l'extraordinaire dynamisme de la FEMALOR et le travail, Madame la Présidente, remarquable que vos équipes font. Parce qu'arriver à ce chiffre-là et à cette concentration d'efforts sur la Lorraine, c'est un résultat qui est absolument remarquable. Et dans ce résultat, permettez-moi de citer le département de la Meuse. Charles Péguy, qui est quelqu'un d'extraordinaire, disait « la Meuse endormeuse ». Ben non, pour les maisons de santé, c'est la Meuse militante. Et il y a dans la Meuse, je ne sais s'il est dans vos rangs, le docteur Olivier Bouchy, mais je voudrais le saluer, parce que s'il n'y avait pas son énergie, son charisme, son militantisme, nous n'arriverions pas à faire, et vous ne seriez pas arrivés, à faire en sorte qu'il y ait dans la Meuse plus de médecins qui s'installent que de médecins qui partent. Et voilà le résultat auquel vous arrivez. Mais ça ne se fait pas en un instant. C'est 10 ans de travail acharné sur le terrain et le résultat est toujours précaire parce que la pyramide des âges, elle, continue à augmenter inlassablement. Pour la Meuse, les maisons de santé pluridisciplinaires font maintenant autant partie du paysage que les médecins traitants. Mais, Monsieur le Directeur Général de la CNAM, il manque toujours beaucoup de médecins traitants. À Verdun, par exemple, et 2000 patients n'ont pas de médecin traitant sur ce territoire. Ça reste un vrai souci. Troisième commentaire, nous avons des interrogations sur le sens de la réforme et sur la possibilité de la réforme. Pourquoi est-ce que votre présence ici est infiniment précieuse? C'est que les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est un levier de la réforme silencieuse. Je vois au moins 3 raisons à cela. La première, c'est que c'est un outil, c'est une dynamique qui est créée par les médecins généralistes eux-mêmes, par le monde libéral, par le monde ambulatoire. Nous avons là l'illustration de cette vérité élémentaire, c'est que si les acteurs n'en veulent pas, les choses ne se font pas. Mais le complément, c'est que les médecins généralistes, les médecins libéraux sont dans une relation que je qualifierais de dialectique avec les élus. Parce qu'au contact du terrain, ils savent l'angoisse des territoires, ils savent l'angoisse des élus quand s'effrite le maillage ambulatoire. Et c'est dans cette relation de volonté des praticiens et d'exigence des élus, avec le soutien évidemment de l'ARS, que se construit et s'est créé le dynamisme que nous avons en Lorraine. C'est aussi parce qu'il y a la FEMALOR qui est en appui, en conseil, en soutien permanent. Le deuxième commentaire
sur le rôle des maisons de santé en matière de réforme, c'est que vous êtes un lieu d'innovation et d'expérimentation extraordinaire. Télémédecine, projets coordonnés, par exemple, de suivi des enfants dans la Meuse, plateaux techniques de proximité. Et on pourrait en citer et vous les évoquerez évidemment pendant ces 2 jours. Et puis le troisième commentaire, et c'est là, ça renvoie au pouvoir public et évidemment à la Caisse d'assurance maladie, ces maisons de santé sont un levier de réforme, elles ont eu cette ampleur parce que le mode de financement s'était adapté et que ce mode de financement lui-même évolue. Alors je pense qu'il fallait et il faut un nouveau souffle. D'abord parce que l'évaluation que nous faisons des maisons de santé en Lorraine le montre. Il faut se dire les choses. Les ENMR ont été bâtis sur les principes de projets de santé, mais quand on évalue les choses comme nous les avons fait, avec une matrice de maturité, avec l'appui de la Haute Autorité de Santé, on s'aperçoit qu'assez souvent, ces projets de santé sont plus sur le papier que dans la réalité. Ce nouveau souffle, quelque part, le règlement arbitral le donne dans une approche que l'on pourrait qualifier de technico-juridico-financiéro-administratif. Et il s'agit que ce nouveau souffle soit bien une réalité opérationnelle, derrière les barèmes, les chiffres, les modules qui ont été inventés. L'important, c'est la réalité opérationnelle que portent ces formes de cotation. Alors, je pense qu'il y a 2 portes qu'il faut ouvrir plus largement, et parce qu'elles portent des solutions qui sont attendues. La première porte, c'est le contenu technique des maisons de santé. Nous sommes limitrophes de 4 pays étrangers. Parfois, d'ailleurs, nous n'y pensons pas assez. Mais quand nous sommes en Allemagne, les maisons de santé sont en réalité, portent elles-mêmes de véritables plateaux techniques. Et donc, nous constatons ici que maisons de santé, petit à petit, doit pouvoir évoluer vers le portage de plateaux techniques de proximité. Ça peut être dans des domaines assez humbles, il ne s'agit pas de mettre des IRM, des scanners, etc. Non, mais les patients qui viennent vous voir ont besoin de trouver à la porte les expertises techniques qui leur sont recommandées par les praticiens qu'ils viennent de voir. Ça, j'allais dire, c'est dans le domaine du hard, du matériel. Il y a une autre évolution que vous pratiquez, mais que nous espérons voir naître plus concrètement encore, c'est une évolution sur l'offre. Évidemment qu'il faut élargir l'offre, le soft, la qualité des praticiens, leurs caractéristiques, donner à la pluridisciplinarité sa pleine vocation et mettre tout ça en résonance avec les évolutions que vous connaissez. C'est l'augmentation de l'âge des patients, la chronicité des pathologies et la nécessité de travailler sur des parcours de soins coordonnés. Et au fond, cette deuxième évolution, elle consiste à ce que vos établissements soient plus que jamais des points d'appui pour des parcours de soins des patients, des points d'appui aux médecins libéraux, des points d'appui qui, pourquoi pas, puissent devenir des plateformes techniques d'appui ou des CTA, et j'établis là un lien avec ces autres projets qui sont poursuivis grâce à l'assurance maladie et la direction de la sécurité sociale, notamment dans ce qu'on appelle PAERPA. Nancy est un très beau laboratoire sur cette problématique de la prise en charge de la perte d'autonomie ou du risque de la perte d'autonomie des personnes âgées. Je vais en rester là parce que le temps tourne et je m'excuse de cette longueur. J'ai retenu que votre président concluait toujours à ce congrès de La Rochelle, il s'adressait à Madame la ministre et il disait « Comptez sur nous pour ne pas lâcher et nous comptons sur vous pour faire bouger les cadres réglementaires correspondants. » Et, ajoutait-il, et pour motiver les ARS à travailler avec nous en région. Eh bien, j'espère que vous avez compris, cher Président, que vous avez ici une équipe à l'ARS, avec l'assurance maladie, qui est prête à vous accompagner dans cette splendide réforme silencieuse que vous conduisez au bénéfice de nos territoires. Merci à vous. Nous accueillons Marie-France. Et Marie-France, c'est la présidente de la FEMALOR, la fédération régionale qui nous accueille. Alors Marie-France, c'est pour moi un bonheur de venir ici parce que tu représentes l'une des plus anciennes fédérations régionales de France.
Notre histoire, on s'est croisés à multiples reprises. Oui, et puis j'étais vraiment heureux d'entendre justement le directeur de l'ARS qui disait que le partenariat existait bien et que grâce au travail de la FEMALOR, etc., ces équipes naissaient un peu partout sur le territoire et de façon, j'allais dire, au plus proche des citoyens. Merci à tous d'être venus aussi nombreux de toutes les régions de France, tous les professionnels, tous les partenaires qui ont répondu à l'appel de la Fédération nationale et à l'invitation de la Lorraine. Je crois qu'on a fait mieux que Poitou-Charentes l'année dernière. Enfin, je crois pas, j'en suis sûre. Merci à la Fédération nationale d'avoir accepté la candidature de la Lorraine. On est vraiment tous très fiers, que ce soit Monsieur le maire, Monsieur Darcourt ou la FEMALOR, bien sûr, de vous accueillir. Alors, quelques mots sur la Fédération Lorraine. Nous nous sommes créés, parce que c'est une autodécision, en 2009. Le bureau contient 6 membres, une secrétaire heureusement très dynamique et très active, un nombre d'adhérents, si on regroupe l'ensemble des professionnels, des adhérents des maisons de santé et les adhérents isolés, ça fait à peu près 200 personnes, c'est quand même significatif. On a quand même un petit bémol, un petit regret, c'est le peu de structures et de projets en Moselle. C'est vrai que ça a beaucoup commencé par les 2 départements ruraux, la Meuse étant notre leader, notre modèle. La Moselle prend le train un peu peut-être plus tard, mais il y a des projets quand même qui émergent et la dynamique va se faire. Au niveau de la FEMALOR, nous avons quelques actions importantes qu'on retrouve régulièrement. Nos colloques annuels, cette année, c'est le colloque national, c'est encore mieux, évidemment. Nos lettres trimestrielles, par exemple. La FEMALOR, c'est un partenariat, comme l'a dit M. Darcourt, donc, avec l'ARS depuis le départ, depuis la création de l'ARS. On a tout de suite travaillé dans les commissions, dans les réunions, on a tout de suite partagé et travaillé en bonne intelligence, c'est comme ça que je le dirais, avec des objectifs communs, qui est donc d'organiser et de répondre aux besoins de santé sur un territoire donné, en particulier sur la Lorraine. Bien sûr, le partenariat avec le conseil régional qui est aussi présent, et c'est souvent un partenariat en trinôme qui se fait dans les projets. Il ne faut pas oublier la MSA, qui peut-être ne finance pas les maisons de santé, mais qui était pionnière en particulier pour les 2 départements ruraux, puisqu'elle était même avant l'ARS, elle a anticipé les projets, elle nous a soutenus, en particulier, par exemple, pour la maison de santé où j'exerce, c'était un soutien de la MSA il y a plus de 10 ans. Alors la Fédération Lorraine, on ne va pas parler du passé, c'est pas intéressant, ce qui est intéressant c'est l'avenir. Et l'avenir, il y a toujours plein de choses pour l'avenir, pour nous. C'est d'accompagner toujours les projets en cours, en réflexion, que ce soit de la part des professionnels, des élus ou des équipes, quelles qu'elles soient, de les aider à avancer dans leur démarche. Donc ça, c'est en amont des projets qui arrivent à l'ARS. On a tout un travail en amont qui se fait. On a un lien avec les étudiants qu'on a renoué cette année particulièrement. Un des représentants des étudiants est dans la salle. On en est très content. On a aussi une chose un petit peu originale, on va dire, qui est une formation en management pour les gérants des maisons de santé. C'est pas une concurrence avec les formations de coordonnateurs, c'est un objectif différent. C'est pour que les leaders comprennent mieux ce que c'est que sont ces petites entreprises que nous sommes, en fait. Et là, on n'avait pas été formés pour ça. Donc la 4e promotion va commencer, j'espère, à la rentrée prochaine. Et pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez vous y inscrire auprès de la secrétaire. Donc en Lorraine, j'ai pas exactement les mêmes chiffres, mais ils se recoupent quand même à un près avec M. Darcourt. Nous, on identifie 30, parce que les définitions, quelquefois, sont pas tout à fait exactes, 35 maisons de santé en Lorraine et 12 ex-ENMR et 16 nouveaux sites validés en décembre et janvier. Donc, on est assez content de cette évolution du nombre maintenant, on doit dire plus du règlement arbitral. Il faut bien comprendre que, bien sûr, on a beaucoup fait pour que les structures se développent, se construisent, que les équipes se constituent, travaillent ensemble et des projets. Maintenant, il faut tout faire pour qu'elles puissent vivre et continuer à vivre avec ce modèle qui est un nouveau modèle. Un mot quand même, une coopération importante qui nous a beaucoup apporté, c'est la coopération avec Facilimed. Certaines maisons de santé ont déjà recours à des coordonnateurs qui vont aider à l'organisation et au fonctionnement des maisons de santé pluriprofessionnelles. On réfléchit d'ailleurs en Lorraine sur un projet de mutualisation et de financement de coordonnateurs pour les maisons de santé. Un point qui va être important et compliqué, là je rejoins M. Darcourt, c'est cette fameuse ACAL, cette grande région.
Là, j'ai pris les contacts déjà hier avec la présidente de la région Alsace. Il n'y a pas de président de Champagne-Ardenne. S'il y a des professionnels de la région Champagne-Ardenne, venez nous rejoindre et venez nous voir et créer tout de suite une section pour qu'on puisse faire après une grande région à Cal au niveau de la fédération. Ce serait quand même un objectif. Un mot sur le site pour ceux qui sont allés de la FEMALOR. Oubliez-le, il est en pleine restructuration sur le modèle de la FEMAS Nord. Il faut toujours prendre les modèles de ce qui marche bien dans les autres régions, autant copier sur eux. Et enfin, un dernier point très important, quelques mots de détail sur la soirée de ce soir, qui est organisée par la FEMALOR, dans les locaux donc, que Monsieur le maire, des locaux que vous verrez absolument magnifiques, puisqu'ils sont en place Stanislas, dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy. Un seul souci, on était victime de notre succès, donc on est obligé de limiter les inscriptions. Normalement, c'est ceux qui sont inscrits qui peuvent venir, parce qu'après, on n'a pas pu élargir les grands salons. C'était trop court, c'était pas possible. Donc l'accueil se fera à partir de 19h30 à l'entrée de la mairie qui se trouve place Stanislas. Un spectacle sera proposé de 20h à 21h. Après, il y aura un mot d'accueil de Madame Talot, comme l'a précisé donc Monsieur le maire. Et après, un buffet, convivialité, voilà. Alors, pour ceux qui veulent identifier les membres de la FEMALOR, les membres du bureau, nous avons acheté de jolies écharpes rouges. Je l'ai là, je n'ai pas mis là sur la tribune, mais on va la mettre. Comme ça, vous pouvez repérer et avoir tous les renseignements que vous voulez, si vous voulez des renseignements par rapport au projet Lorrain ou par rapport à la soirée de ce soir. Merci à tous. Bon séjour à Nancy, bon travail, bonne journée. Il est partout, il porte nos valeurs et il répond toujours présent. Quand une fédération régionale a besoin d'un éclairage, voire d'un coup de main, il arrive, il prend sa voiture, le train, l'avion, que sais-je encore, que va-t-il inventer? Je veux parler de notre président, hyperactif mais toujours serein, Pierre Dehaas. Monsieur le maire, madame l'adjointe au directeur de la DGOS, monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, monsieur le directeur général de l'ARS à Cannes, je crois qu'on dit ça, à Cannes. Voilà. Mesdames et messieurs les présidents des fédérations régionales, c'est truffé de présidents aujourd'hui, c'est incroyable, il y en a à tous les coins de ce palais. Chers collègues professionnels de santé, mesdames, messieurs les visiteurs, bienvenue aux 5e journée de la FFMPS. Et je ne reprendrai pas les mots de Patrick qui disait le plaisir à voir tant de monde venir. Mesdames, messieurs, vous avez la chance d'avoir devant vous, l'élite de la nation, bien entendu, des soins primaires, plusieurs centaines de professionnels de santé des soins primaires qui exercent en équipe coordonnée. Le plus souvent en maison de santé, il faut le dire. Et de ce fait, vous le savez comme moi, ils procurent à la fois à leurs patients une meilleure accessibilité, d'une part, et bien entendu des économies à l'assurance maladie. Ça a été démontré au moins une fois et on va se dépêcher de le démontrer une deuxième fois très très rapidement. Avec aujourd'hui, et la DGOS nous apportera les chiffres précis dans un atelier tout à l'heure, plus de 750 MSP en France et près de 400 projets qui sont actuellement reconnus et recensés par les ARS. Nous avons atteint les 10% de professionnels de santé qui exercent aujourd'hui dans des équipes coordonnées en soins primaires. Il y a déjà des départements en France qui comptent un tiers des professionnels qui travaillent dans des équipes de soins coordonnés. Et comme, bien sûr, vous le savez tous, l'exercice des soins primaires il est de plus en plus confronté à des patients qui sont dans des situations complexes, et pas que sanitaires, mais bien entendu médico-sociales, il est clair que l'avenir des soins primaires ne peut s'exercer qu'en équipe. C'est pour ça qu'après 10%, on va bien entendu atteindre les 20%, puis les 30%, puis les 40%, puis les 50%, et on ira jusqu'à les 90%, parce qu'il y a bien quelques irréductibles qu'il faudra respecter et attendre qu'ils partent à la retraite. Alors, pour conduire ce changement, on a beaucoup mouillé notre personne, j'y reviendrai, mais on a aussi été bien aidé par un certain nombre d'institutions et par les services du ministère de la Santé. Ça, je veux le dire, parce que ça s'est bien passé. Je vais vous donner quelques exemples. Et le plus important de cette année, qui n'est pas encore officiel, c'est pour ça que j'en parle, c'est celui de l'ordonnance de simplification des ISA. Je crois qu'il y a quelques personnes dans la salle qui attendent ça avec beaucoup d'impatience. On avait beaucoup sué en
en 2011 pour inventer les ISA. Enfin, je dis les ISA, c'est plus sympa que les CISA. Les ISA, ça donne un côté un peu... Ouais. Donc les ISA en 2011, on avait beaucoup sué pour les inventer, vous vous rappelez, ça avait été assez complexe. Il y avait une urgence de créer cette structure juridique parce qu'il n'y avait rien pour recevoir des financements et des rémunérations collectives. On y est arrivé, mais c'est au prix de difficultés administratives que vous connaissez tous les uns et les autres. Et simplifier ces difficultés administratives, ça n'a pas été tout simple. On a à nouveau beaucoup sué là-dessus, mais on a réussi à créer quelque chose qui est quand même pas mal, et on attend avec impatience cette ordonnance. Si le ministère de la Justice et Bercy laissent passer cette affaire-là, je veux dire que ça va quand même beaucoup simplifier les affaires, on en reparlera, et je voulais remercier de votre ministère, surtout Madame Isabelle Manzi, je pense qu'elle est là, qui nous a beaucoup aidé, Myriam Benamou aussi, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, qui ont été vraiment d'une aide très, très efficace. On n'a plus qu'à espérer que la publication arrive très prochainement. Un autre point important, et vous le savez tous ici, ça a été l'inscription dans la loi de modernisation de notre système de santé de la notion d'équipe de soins primaires. C'est un élément qui est très, très, très important, que nous avons bien entendu pousser nous-mêmes aussi, car plus loin que la maison, c'est bien entendu la notion d'équipe qui est importante dans ce que nous faisons, et particulièrement pour accompagner le patient dans son quotidien. Et cette émergence de la notion d'équipe de soins primaires dans la loi, ça nous ouvre des perspectives qui sont très très intéressantes, mais on ne dévoile pas tout ce qu'on a dans la tête aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas non plus inquiéter les irréductibles, mais ça va venir. On a été aidé beaucoup sur les territoires, et M. Darcourt en est l'image, c'est bien entendu par les ARS. Il y a eu des collaborations qui ont été très efficaces dans un certain nombre de régions, entre certaines ARS et certaines fédérations régionales. Et lorsqu'un partenariat fonctionne bien, Marie-France l'a dit tout à l'heure, les résultats sont immédiatement visibles en termes de constitution d'équipe grâce à l'accompagnement qui est fourni par la fédération, par les ARS ou parfois de manière mixte. Alors de notre côté, nous avons des fédérations régionales qui sont en avance, il y en a d'autres qui sont très jeunes, il y a des ARS qui ont bien compris l'intérêt de ce partenariat, on a entendu M. Darcourt, et puis il y en a d'autres qui sont encore en difficulté pour l'appréhender, tant les gens qui travaillent parfois dans les ARS viennent plutôt des directions hospitalières ou des filières hospitalières que des filières, effectivement, des soins primaires. Madame Julienne, sachez bien que, et vous le savez j'espère, que nous sommes toujours disponibles à la Fédération, que ce soit auprès de la DGOS ou du secrétariat général du ministère, qui est représenté ici aujourd'hui, pour travailler sur l'analyse dans ces régions de ce qui marche, mais bien entendu aussi pour l'analyse de ce qui freine encore. Et d'ailleurs, sur ce point-là, la doctrine de la FFMPS, elle est bien connue chez nous, c'est un problème, 3 solutions, d'accord? Donc c'est bien clair, vous voyez, ils ont bien répété la leçon, pas de souci. Alors, la CNAM, c'est extraordinaire que... Merci beaucoup, M. Revel, d'être là. Vraiment, ça nous fait vraiment très plaisir et très chaud au cœur, parce que vous êtes, depuis ce passage de ce règlement arbitral, bien entendu, un partenaire qui est un partenaire pour nous qui compte. L'arrivée du règlement arbitral, ça a été tout de même émaillé de quelques difficultés. Dans certaines régions, dans certains départements, et c'est bien logique. M. Revel, vous êtes le garant de la bonne utilisation des ressources de la nation. 180 milliards sur les épaules, ça va tout de même poser. Et en sortir de 6 millions de déficit, je trouve que c'est déjà pas mal, même si c'est très critiqué, mais c'est un sacré job que vous avez. Et en plus, vous êtes appuyé par des trésoriers payeurs dans les caisses primaires, qui sont souvent très très méfiants sur l'argent qui sort de leur caisse, puisqu'ils sont bien entendu en responsabilité personnelle sur ce qu'ils payent, quoi. Nous, de notre côté, on est plutôt des innovateurs, on est des impatients, on est des bouillonnants, des fonceurs, et en plus on est totalement persuadés du bien fondé de ce qu'on est en train de réaliser. Et donc bien sûr que ces deux cultures-là, il y a des moments où ça pose des soucis dans certains coins, dans certaines régions, dans certains espaces, mais je suis persuadé, et ça a bien commencé déjà au niveau du comité national, et je pense que ça va se passer au niveau du comité régional, on arrive très très vite à trouver les bons réglages pour discuter ensemble et pour trouver des solutions à tous les problèmes qui vont se poser. Et en tout cas, quand on ne trouve pas les solutions, les problèmes sont mieux posés quand on en discute entre nous. Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur ce qui va se passer, sur l'évolution de ce règlement arbitral. On sait que vous êtes dans un début de négociation qui risque d'être compliqué pour tout le monde, et que cette question-là ne sera peut-être pas obligatoirement traitée dedans. Donc on se retrouvera peut-être plutôt à l'automne pour reparler de tous ces aspects-là, bien entendu. Sur le règlement arbitral, vous aurez plusieurs ateliers aujourd'hui, et vous aurez en tribune des représentants de la CNAM-TS et des représentants de l'ARS locale. Alors, on a été aidé par le ministère, il fallait le dire, on a été aidé par les ARS, on est maintenant aidé, on commence à travailler bien avec la CNAM-TS, mais on a surtout été aidé, il faut le dire, par nous-mêmes. On a été aidé par nous-mêmes, et particulièrement par une catégorie de professionnels qu'on appelle les facilitateurs dans les régions,
et c'est vraiment grâce à leur boulot, je crois, que se sont passées toute cette espèce d'émanation de maisons de santé. Est-ce qu'il y a des facilitateurs dans la salle, là? Levez-vous, là, quand vous voit, les facilitateurs, là. Levez-vous, mettez-vous debout, là, quand vous voit, là. Ah ouais, bravo. Alors, tous ces facilitateurs, c'est des professionnels de santé qui prennent sur leur temps, par une espèce de passion sur le développement des soins primaires dans ce pays, et qui vont auprès d'autres équipes pour les aider à se constituer. Donc ils font un boulot assez remarquable, et je pense que c'est important de les soutenir, et ils sont soutenus la plupart du temps, effectivement, dans le cadre de relations avec les ARS. Alors c'est aussi à nos capacités internes à la fédération de résoudre, comme je le disais, toutes les questions qui se posent à nous. Par exemple, le développement de notre coopérative qui s'appelle Facilimed, c'est une des preuves, à mon avis, de notre capacité de réaction. Aujourd'hui, on a 80 sociétaires dans cette coopérative. Les postes de coordination qui sont mis à disposition des maisons de santé résolvent les problèmes de santé de la plupart des leaders qui peuvent se décharger d'un travail administratif et retourner soigner leurs patients. Donc on gagne bien entendu en temps médecin dans ces structures. Et on atteste la 17e embauche qu'on vient de faire ce mois-ci à Facilimed, 17 postes répartis sur plus de 30 MSP. Et ça, si je parle de cette coopérative, bien sûr, je n'évoque pas tous les postes de coordination qui existent même en dehors de cette coopérative et qui sont portés par des équipes. Alors bien sûr qu'on va continuer cette action au service de la qualité des soins et on ne va pas s'arrêter à la fédération. Je vous donne quelques exemples. Le premier, et quelques-uns d'entre vous ici en font partie, c'est le lancement du groupe MSP Qualité, piloté d'ailleurs par Patrick Voitou, qui travaille sur deux équipes. Une équipe qui travaille sur la matrice de maturité pour développer la notion d'audit des pratiques dans des structures de maisons de santé, et un autre groupe qui est mené en Rhône-Alpes sur la production de données à partir des systèmes d'information. Deuxième exemple, on crée cette année avec la Fédération des centres de santé une structure de recherche en soins primaires, c'est prévu, avec un souci particulier qui est d'orienter les travaux sur des thèmes qui sont des thèmes du travail en équipe pluriprofessionnel, particulièrement sur la satisfaction des usagers, mais sur la qualité des soins et bien entendu sur les ressources économiques. Le troisième exemple, cette année on lance une revue. On a décidé de lancer une revue parce qu'effectivement il y a beaucoup de revues professionnelles qui sont souvent centrées sur le biomédical, mais il y en avait aujourd'hui très peu. Donc on publiait une circulaire de manière régulière, on s'est dit il faut qu'on passe à l'étape suivante, et donc on lance une revue dans l'année à laquelle vous pourrez vous abonner les uns et les autres, et qui sera une revue qui traitera des sujets qui vous intéressent quand vous venez à ces journées-là, bien entendu, et qui sera trimestrielle. Autre exemple, on travaille en ce moment avec la Caisse des dépôts et consignations pour résoudre la question et la quadrature difficile de l'immobilier des MSP dans les grands centres urbains et particulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville. Et il est probable qu'on fera partie avec eux d'une société immobilière avant la fin de l'année pour travailler sur l'interface entre Caisse des dépôts et professionnels de santé. Autre exemple, puis après j'arrête, je te jure, parce que... Autre exemple, le dernier, on va créer Facilimed 2, probablement cette année. Et pourquoi? Parce que Facilimed 1, Facilimed qui existe aujourd'hui, c'est des prestations de services fournies à des équipes qui sont souvent des équipes qui sont ici, qui sont des équipes qui veulent un service ou un autre service. Mais nous sommes en train d'arriver dans un certain nombre de départements en France sur ce qu'on appelle le noyau dur de la profession. Pas des gens comme vous, là, qui passent ces 2 jours à Nancy, des gens normaux, quoi, qui aujourd'hui sont dans leur cabinet et qui veulent absolument pas s'occuper de tout ce dont vous vous êtes occupé dans leur structure. Donc cette société-là, on va la créer avant la fin de l'année, on est en train d'y travailler, et l'idée, ce sera de fournir en fait des structures clés en main, que ce soit à la jeune génération ou des plus anciens, à des professionnels de santé qui ne veulent s'occuper que du soin, et qui ne veulent certainement pas s'occuper de tout ce dont nous nous sommes occupés pendant des années pour résoudre le problème de nos maisons de santé. Alors bien sûr qu'on aura besoin des institutions et de votre soutien aux uns et aux autres pour sortir de cette espèce de première phase qui était la phase des pionniers, et pour arriver dans une phase qui va être une phase de développement beaucoup plus important. Et qu'on fasse mentir la loi de Pareto, que tout s'arrête à 20%, il est hors de question. Surtout que, franchement, si ce qu'on fait aujourd'hui a du sens dans ce pays, la question sur les investissements en termes de santé va finir par se poser, quoi. Cette question elle a été très très bien posée récemment dans un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, qui est la notion de retour d'investissement sur le monde de la santé. Et l'auteur mettait très bien en valeur l'asymétrie qui existe entre les soins hyper techniques, très souvent hospitaliers, qui sont peu interrogés sur leur efficience, alors que sur les soins primaires, et particulièrement sur la coordination des patients porteurs de pathologies complexes, ils sont très souvent critiqués sur leur coût. Et cette asymétrie, effectivement, pose un problème. Au bout d'un moment, on va se dire peut-être qu'il vaudrait peut-être mieux investir sur les soins primaires, particulièrement si vous voulez réduire, bien entendu, les hospitalisations.
Alors pendant ces 2 jours, vous trouverez 45 ateliers, Patrick vous en a parlé tout à l'heure. Vous avez bien entendu des ateliers sur les systèmes d'information. Vous verrez qu'on a avancé sur ces sujets-là, puisque vous avez l'ASIP est ici. Je remercie Michel Gagneux qui n'a pas pu venir aujourd'hui et Nicole Janin qui est ici de l'ASIP. On a travaillé avec eux sur la 2e version du cahier des charges des systèmes d'information, parce qu'on sait qu'en grandissant dans les maisons de santé, les besoins en termes de systèmes d'information grandissent et qu'il faut que ce cahier des charges évolue. Vous trouverez aussi des ateliers avec l'École des hautes études de santé publique. Et là, je remercie Laurent Chambaud et Rémi Bataillon qui doit être ici aussi, parce qu'il y a un véritable partenariat qui s'est mis en place pour la formation de tous ces nouveaux métiers, particulièrement ceux de coordination administrative dans les maisons de santé. Hier, nous avions une journée de formation. On en a eu presque une centaine de personnes qui se sont formées. Moi, j'ai rêvé toute la nuit de carotide, de vésicule biliaire, de trépied fémoral, de trucs, c'est impressionnant. Donc, il y a et on continuera de participer à la formation avec la fédération, puisqu'on participera aux entretiens de Bichat. Ah ouais, on rentre dans la cour des grands. On participera aux entretiens de Bichat cette année, au titre de la fédération, avec la fédération d'Île-de-France, et il y aura des modules de formation à ce moment-là. Alors, pour conclure, juste une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'année dernière, on était à La Rochelle, et on avait presque autant de personnes, alors qu'il y avait un indice de marée, je ne me rappelle même plus combien il était, qui était très impressionnant. On a eu droit à une éclipse du soleil, et on a eu la visite de la ministre. Cette année, grève de la SNCF, on a eu aussi la fermeture de l'aéroport de Metz-Nancy. Il y en a, je crois, qui sont venus de Nice par Luxembourg. Et en plus, il y a l'état d'urgence, quoi. Donc si tous ces éléments-là ne nous arrêtent pas ni une année ni l'autre, vous pouvez compter sur nous pour continuer à travailler sur ces sujets-là. Merci à tous. Nous avons la joie d'accueillir Katia Julienne, qui est adjointe au directeur de la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins au ministère de la Santé. Alors l'émission de la DGOS, pour ceux, on parle toujours en style, on ne comprend jamais rien, enfin, pour les non-initiés. Donc, assurer la qualité, la continuité, la proximité des soins, une des missions essentielles. Organiser l'offre de soins et participer à l'organisation de la formation des professionnels de santé. Si je dis des bêtises, corrigez-moi. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier votre président de nous avoir conviés à participer à vos journées. C'est important pour nous. Alors c'est important parce que bien sûr nous travaillons toute l'année avec vous, mais nous avons besoin aussi de ces moments ensemble pour s'arrêter, vous dire quelles sont finalement nos priorités pour l'année à venir et prendre le pouls de ce que vous faites, puisque finalement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est ce que vous faites qui nous inspire et qui nous pousse à progresser et qui font évoluer les dispositifs. Alors, plusieurs ont été évoqués tout à l'heure et j'y reviendrai. D'abord, je voudrais commencer par un constat. Les maisons de santé se portent bien. Depuis 3 ans, entre 150 et 200 nouvelles maisons s'ouvrent chaque année. Ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, nous avons près de 800 maisons de santé et on en espère 1000 à la fin de l'année 2016. Donc oui, les maisons de santé se portent bien. Je veux aussi rappeler, et je veux le confirmer, que le soutien aux maisons de santé est un objectif largement affiché de la DGOS et du ministère depuis 2012, avec le pacte territoire santé renouvelé de novembre 2015 et qui a été annoncé par la ministre, et puis la généralisation de la rémunération d'équipe de l'an dernier. Ceci est un exemple finalement de rencontre réussie entre les initiatives des professionnels de santé que vous êtes et les actions des pouvoirs publics que nous essayons de conduire. Je voudrais revenir sur 2 études qui ont été évoquées tout à l'heure un peu brièvement, qui ont été menées par l'IRDES sur les maisons de santé, qui dressent un constat qui est très intéressant pour nous. Alors, le premier, c'est que l'exercice en maison de santé, ça permet une baisse des dépenses ambulatoires par rapport à l'exercice isolé. Alors, grâce à quoi? Grâce notamment à une moindre prescription de médicaments et de soins spécialisés. Alors, dans les temps qui sont les nôtres, ce n'est pas totalement neutre. Mais la deuxième, et surtout, finalement, on nous montre une chose importante, c'est que, finalement, c'est la qualité du suivi par les médecins généralistes des maisons de santé, par exemple des patients diabétiques, mais aussi des vaccinations, des dépistages, ou encore de la prévention du risque iatrogénique qui est bien démontrée. Alors, c'est sur la base de ces constats que, notamment, le HCAM a pu dire que c'est l'option à privilégier pour les années à venir. Et, je cite le HCAM, c'est donc à l'horizon de 15 ans la constitution d'une dizaine de milliers de maisons, pôles et centres de santé d'exercice pluriprofessionnels qui doit être l'objectif. Alors voilà, le constat est établi, le succès est reconnu et je dois saluer les efforts que vous conduisez sur ce point depuis des années.
Et nous devons, nous aussi, finalement, travailler avec vous. Et ça a été cité tout à l'heure. Le développement des équipes de soins primaires est désormais inscrit dans la loi de modernisation du système de santé. C'est un levier de promotion des soins primaires et de structuration des parcours de santé. Et à ce propos, on peut signaler la possibilité pour les maisons et les centres de santé de conclure avec l'ARS un contrat collectif pour les soins visuels en vue d'inciter au développement de coopération entre les professionnels de santé pour réaliser des consultations ophtalmologiques. C'est l'article 67 de la loi de modernisation du système de santé. Ceci devrait nous permettre d'apporter une contribution à un accès aux soins visuels plus rapide et plus proche, et vous savez que c'est une préoccupation dans de nombreux territoires. Alors, une dynamique n'est jamais acquise. Et pour cela, il est nécessaire pour nous tous de tout mettre en œuvre pour favoriser non seulement l'ouverture d'un nombre toujours plus important de maisons de santé, ce qui correspond aux orientations du HCAM, mais encore d'accroître leur impact favorable sur à la fois la qualité des soins qui sont prodigués et puis aussi sur le renforcement du recours aux soins. Alors pour cela, à la DGOS, nous travaillons avec vous, bien sûr, mais aussi avec les ARS sur le terrain et avec l'assurance maladie, sur différents chantiers que je voudrais évoquer brièvement aujourd'hui. Je voudrais, alors, en guise d'introduction, invoquer finalement le fil conducteur de tous ces travaux qui, pour nous, vous concernent vous et pas que, et qui replace finalement l'ensemble de ces chantiers dans une vision plus globale. Pour nous, l'impérieuse nécessité pour l'année 2016 et les suivantes, c'est finalement la réussite du virage ambulatoire. Alors, qu'est-ce que nous mettons derrière ce mot? Nous mettons d'abord un enjeu avec les établissements de santé en MCO, mais aussi en HAD ou encore en SSR, puisque l'objectif, c'est de travailler avec eux pour promouvoir les alternatives à l'hospitalisation complète et ou raccourcir les durées de séjour. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga, ça exige aussi parallèlement et simultanément, j'ai envie de dire, de travailler avec les professionnels de santé de ville pour organiser la prise en charge de ces patients. Et c'est là où vous intervenez, et sur ce plan, les initiatives des pratiques et d'organisations pluriprofessionnelles produites par les professionnels eux-mêmes sont pour nous un atout majeur. C'est d'ailleurs sur le terrain qu'elles sont les plus efficientes, et comme les études que je citais le montrent, et comme d'ailleurs d'autres études internationales le montrent. Voilà ce que je voulais dire pour bien évoquer finalement le cadre général dans lequel nous inscrivons notre action et sur lequel nous avons, et au sein duquel nous avons besoin de vous. J'en viens aux différents chantiers que je voudrais évoquer brièvement. Alors, le premier a été évoqué par Claude Darcourt tout à l'heure, c'est celui des stratégies de facilitation des ARS pour la création et le suivi des maisons de santé. C'est une des priorités de la DGOS et nous avons d'ailleurs mené récemment une enquête auprès de 15 ARS, avant la réforme territoriale, ça va sans dire, sur les savoir-faire et les ressources qu'elles ont développées en leur sein depuis plusieurs années pour accompagner les professionnels. Alors finalement, ce que nous avons constaté, c'est que la stratégie majoritaire et qui gagne du terrain, c'est, et sans surprise, le partenariat avec les fédérations régionales. Que Pierre Dehaas a évoqué tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est important de souligner, et je vais le faire à mon tour, tout l'intérêt et toute l'importance du rôle des pairs facilitateurs. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais je crois qu'il était important d'insister sur votre rôle. C'est ce que nous allons pousser, c'est ce que les ARS poussent, et c'est vraiment ce qui est fondamental pour nous. Le deuxième chantier concerne un autre chantier évoqué par Pierre Dehaas, c'est la question de l'investissement. C'est une question qui est fondamentale. Alors pourquoi? Parce que finalement, c'est grâce à je reviens en arrière, c'est grâce au partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations que nous souhaitons favoriser l'implantation des maisons de santé, et ce notamment dans les quartiers prioritaires définis par la politique de la ville. Ceci répond bien sûr à l'engagement numéro 3 du pacte territoire santé renouvelé par la ministre le 26 novembre dernier. Et ceci vise bien sûr d'abord et avant tout à lutter contre les inégalités d'accès aux soins en favorisant le travail en équipe et tout particulièrement dans les territoires ruraux, mais aussi, comme le maire de Nancy l'a dit tout à l'heure, dans les territoires périurbains. Pour cela, la Caisse des dépôts va pouvoir co-investir jusqu'en 2020 jusqu'à 49% du montant de l'immobilier des projets de création, d'extension ou de rénovation des maisons de santé implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou à proximité. L'instruction sur ce dispositif va d'ailleurs être diffusée très prochainement. Un troisième chantier que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est celui de votre participation à la construction de la gouvernance et de l'offre territoriale de soins. C'est une orientation majeure de la loi de modernisation de notre système santé, et je voudrais insister sur deux dispositifs qui, je pense, ne vous ont pas échappé. Le premier qui concerne les communautés professionnelles territoriales de santé et le second, les plateformes territoriales d'appui.
Pour le premier, c'est le fruit bien sûr de l'initiative des professionnels. Ces communautés, elles devront rassembler sur un territoire donné des professionnels de santé de ville, quel que soit leur mode d'exercice, mais aussi les acteurs sociaux, médico-sociaux et le cas échéant des établissements de santé, dans une logique de projet et de responsabilité populationnelle. Le ou les projets de santé qu'elles élaboreront seront ensuite transmis à l'ARS pour contractualisation. Le second, les plateformes territoriales d'appui, pourront être mis en place par les ARS, ça n'est pas une obligation, c'est une possibilité, pour organiser des fonctions d'appui indispensables aux professionnels de santé. 3 types de missions ont été identifiées: l'information et l'orientation vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire, l'appui à l'organisation des parcours complexes, le soutien en matière d'organisation des parcours d'accès aux soins et de coordination. Les 2 décrets d'application de ces dispositifs sont actuellement à la concertation pour élaborer avec l'ensemble des partenaires, et ça inclut votre fédération, le dispositif qui sera le plus adapté pour la mise en œuvre concrète sur l'ensemble des territoires. Je voudrais insister sur ces 2 dispositifs parce qu'on voit bien combien la participation des maisons de santé, votre participation, est indispensable. Puisque pour nous, l'enjeu, c'est de faire fructifier l'expérience que vous avez acquise dans la prise en charge des patientèles pour mieux organiser l'offre de soins sur chaque territoire. Clairement, nous attendons de votre engagement dans les CPTS et la gouvernance des plateformes territoriales d'appui qu'elles fassent progresser les pratiques coordonnées. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je voulais parler des CISA. En effet, il y a un enjeu de simplification, Pierre Dehaas l'a évoqué, il faut simplifier les dispositifs d'entrée et de sortie des associés de la CISA. C'est une préoccupation majeure que vous avez exprimée, je sais qu'elle concerne beaucoup d'entre vous aussi. Donc pour y répondre, une ordonnance en application de la loi de modernisation de notre système de santé est donc prévue, et elle prévoit quoi? Qu'à titre dérogatoire, une responsabilité limitée pour les associés des CISA qui ne supporteront les pertes qu'à concurrence de leur apport. Dès lors, il suffira donc d'insérer une clause de variabilité du capital dans les statuts pour être dispensé d'un nouvel enregistrement au RCS en cas d'entrée ou de sortie associée, tant que le capital demeure dans la fourchette de variation prévue par les statuts. Pardon de ce langage très technocratique pour finir mon intervention. Il y a une contrepartie, c'est que toute admission ou tout retrait d'associés devra être signifié aux ordres et aux ARS, et un registre des associés devra être tenu au siège de la CISA. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste conclure pour vous renouveler mes remerciements, vous assurer de notre soutien à votre action, à vos actions, de notre investissement, et vous souhaiter plein succès à vos travaux pour ces journées. Nous accueillons le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, Monsieur Nicolas Revel, qui va nous dire plein de choses concernant l'ERA, etc., etc. Enfin bon, surprise. Bien, d'abord merci à Pierre Dehaas pour l'invitation qu'il m'a formulée pour participer à vos travaux aujourd'hui. Je voudrais ouvrir ce propos d'une dizaine de minutes par un compliment. C'est ce qu'on fait habituellement, mais c'est plus qu'un compliment, c'est une conviction. Vous dire la conviction, la mienne, et donc celle de l'institution que je représente, l'assurance maladie, de ce que l'exercice regroupé, coordonné, pluriprofessionnel est certainement le mode d'organisation qui nous semble le plus pertinent pour répondre aux grands enjeux qui concerne notre système de santé, d'attractivité du métier, d'amélioration des conditions d'exercice, d'amélioration des conditions de prise en charge des patients et de négociation ou d'évolution dans la voie du virage ambulatoire. Je vais dire des choses que vous connaissez par cœur, mais je pense que c'est bien de les dire et je pense que c'est mon rôle de vous le dire. L'exercice regroupé, coordonné, est en effet une véritable aspiration des jeunes générations de médecins et d'autres professionnels de santé. Les chiffres en attestent, même si tout le monde n'est pas encore en MSP. On sait que 80% des jeunes générations de médecins libéraux exercent d'ores et déjà dans un cadre regroupé. Et ils y trouvent, on le sait, un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, tout simplement un intérêt supérieur à l'exercice de leur métier, tout simplement par
le partage au sein d'une équipe de la prise en charge des patients. Et on sait par ailleurs qu'une structure médicale, pluriprofessionnelle, un peu costaude, dégage des moyens qui permettent, je dirais, de dégager des moyens d'organisation, de structuration, de coordination, de secrétariat, bien davantage que dans un exercice isolé. Par ailleurs, vous avez fait référence à des travaux de l'IRDES qui ont le mérite d'exister, qui devront être approfondis encore, mais on voit bien dans ces premiers résultats que l'on note en effet des résultats en termes de qualité des prises en charge et d'efficience médico-économique qui valident le modèle. Et puis enfin, c'est un mode d'exercice dont on voit bien qu'il est totalement cohérent avec cette stratégie nationale qui se fixe pour objectif d'avancer dans cette stratégie du virage ambulatoire. Le virage ambulatoire, on le souhaite tous. Katia Julian l'a indiqué. Pour une part, la réponse se situe dans les actions qui se développent dans les établissements pour limiter des hospitalisations complètes, pour réduire des durées moyennes de séjour, pour développer de l'hospitalisation de jour, tout simplement. Mais ça ne suffit pas. Et on sait tous qu'on pourra toujours revendiquer, souhaiter, espérer le virage ambulatoire s'il n'y a pas dans le secteur ambulatoire en ville une plus forte capacité des acteurs à s'organiser, à se structurer dans le suivi de parcours de patients dont on sait qu'ils sont affrontés de plus en plus à des pathologies chroniques d'une population vieillissante, les choses ne se feront tout simplement pas aussi vite que nous le souhaitons. Vous avez donc ouvert la voie, et je reviens à vous, en structurant ces formules de maisons et pôles de santé avec une véritable exigence et qui se développe et sur lequel 2015 a marqué en effet une étape. Vous étiez dans une expérimentation avec des financements innovants qui ont été mis en place par le ministère de la Santé dans le cadre du FIR, porté par les agences régionales de santé. Et comme la vocation du FIR et des expérimentations, c'est à un moment donné, quand les choses sont validées, de pouvoir passer le relais à des instruments conventionnels qui ont l'avantage de pouvoir se déployer de manière plus large à l'échelle nationale, de pérenniser ces financements, de pouvoir supporter une montée en puissance, il était temps, en 2014, que s'engage une négociation d'un cadre conventionnel qui porte précisément sur le financement particulier de vos structures. Cette négociation a eu lieu. Elle n'a pas pu aboutir à un accord à la fin de 2014 pour diverses raisons dont je n'étais pas encore en responsabilité puisque je suis arrivé à la CNAM en novembre 2014. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait dans l'échec de cette négociation peut-être des points qui étaient relatifs, je dirais, à la nature même du sujet que l'on traitait, mais aussi à un ensemble d'autres facteurs ou éléments de contexte qui ont peut-être pesé à un moment donné sur l'aboutissement ou le bon aboutissement de cette négociation, qui donc dès lors a donné lieu à ce fameux règlement arbitral, ERA. Il faudra, j'y reviendrai plus tard, essayer de sortir de ce terme qui n'est pas spécialement, je dirais, poétique, le ERA, mais nous aurons, j'y reviendrai, peut-être la bonne occasion de passer d'un ERA à une vraie convention dans quelques mois. Mais ce règlement arbitral est intervenu en février et il a donc, je dirais, permis de nous situer dorénavant dans un cadre conventionnel, global, pérenne et encore une fois capable d'assumer, c'est ça la force de l'outil conventionnel, une vraie montée en charge que nous appelons tous de nos voeux. La bascule depuis février 2015, en tout cas bascule pour les structures qui étaient financées dans le cadre des ex-ENMR, cette bascule, certes, ne s'est pas faite sans mal ou sans difficulté, j'y reviendrai, mais elle s'est faite. Et quand on fait le bilan, nous l'avons fait récemment encore en comité de suivi,
nous arrivons à un chiffre que je vous rappelle ou que je vous livre, qui est que sur les 275 structures qui étaient financées dans le cadre des ex-ENMR, 97% ont basculé au sens où elles ont signé une lettre d'engagement qui leur a permis d'activer l'avance de 60% prévue par le RA. Mais ce dispositif conventionnel, ce règlement arbitral, il n'avait pas seulement pour vocation de travailler à périmètre constant et de simplement faire que les structures qui étaient hier en ex-ENMR, demain, bénéficient de financement conventionnel. Il s'agissait évidemment, et il s'agit bien évidemment, de rechercher à attirer davantage de structures et de MSP dans ce cadre conventionnel. Et à ce jour, nous avons, début 2016, enregistré, on va dire à peu près 180 structures qui ont formalisé une demande de contractualisation. Je trouve que c'est un résultat encourageant, compte tenu, j'y reviendrai, de ce qu'est la relative complexité de l'objet règlement arbitral, qui nécessite un temps, je dirais, d'appropriation pour pouvoir considérer que les conditions sont réunies pour s'y engager. Je l'ai dit, cette première année a évidemment, et c'était inévitable, conduit à ce que nous rencontrions quelques difficultés dans cette transition. D'abord parce qu'un cadre conventionnel, c'est forcément un peu différent d'un cadre expérimental. Ça répond, je dirais, davantage qu'un cadre expérimental à des exigences juridiques, le respect d'un certain nombre de règles qui sont fixées dans un règlement arbitral ou dans une convention. De la même manière, je le dis aussi, l'assurance maladie, les caisses primaires, qui n'étaient pas partie prenante des ex-ENMR, ont eu elles-mêmes à s'approprier ce nouveau sujet, ce nouveau dispositif. Et il y a eu certainement, dans les caisses primaires, un temps, je dirais, d'appropriation, d'interprétation, nécessité d'avoir parfois des éléments de réglage entre la caisse nationale et les caisses primaires. Mais nous nous sommes efforcés, avec les équipes de la caisse nationale, à essayer d'apporter, autant que nous le pouvions, de la souplesse et du pragmatisme pour permettre que les choses se passent le mieux possible. J'en prends deux exemples. Nous avons été assez vite saisis par les professionnels de santé sur le fait qu'il y avait dans le texte même du règlement arbitral la nécessité que tous les médecins de la structure adhèrent à la CISA. Et il pouvait y avoir une lourdeur de procédure à ce que très rapidement les CISA s'élargissent à l'ensemble des professionnels partie prenante de la structure. Et donc nous avons rapidement donné notre accord à ce que la simple signature de projet de santé puisse permettre à ces médecins, je dirais, d'être comptabilisés comme étant partie prenante avec leur patientèle, évidemment, de la structure Pluripro. Et nous attendrons probablement, puisque ce point a été soulevé lors du dernier comité national de suivi, que l'ordonnance paraisse et éventuellement le décret subséquent pour pouvoir, je dirais, permettre au CISA ainsi, je dirais, réaménagé, de pouvoir accueillir la totalité des professionnels de santé qui exercent au sein des structures. Deuxième exemple sur les systèmes informationnels, où là aussi nous avons laissé un peu de temps en faisant que jusqu'à la fin de l'année 2016, ce système informationnel ne relie, entre guillemets, ou ne concerne que les médecins de la structure et pas les autres professionnels de santé. Nous avons un rôle qui doit se poursuivre maintenant pour essayer d'accompagner les structures que cette formule, ce statut, ce cadre conventionnel intéresse, pour les aider à franchir le cap et les amener vers cet objectif. C'est un rôle que nous portons avec les ARS, puisque nous sommes, Claude Darcourt est parti, mais nous sommes, certes, assurance maladie en charge, je dirais, du cadre conventionnel, mais nous sommes dans une animation conjointe. En arrivant dans cette salle, j'entendais Claude Darcourt souligner que
le bâtiment de l'ARS et celui de l'assurance maladie étaient mitoyens à Nancy. Ce qui ne m'a pas échappé en sortant de la gare, parce que je l'ai vu, très bien. Mais au-delà de ça, la vision que j'ai en tant que responsable de l'assurance maladie, c'est que nous avons vocation, assurance maladie et ARS, à travailler sur le territoire d'une manière, je dirais, qui soit la plus proche possible, synergique possible, coopérative possible. On est entre nous, ça n'a pas forcément toujours été le cas, mais je souhaite, et c'est, je crois, ce qui se passe depuis un an, que cela devienne la règle. Et je pense que pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est très important pour vous que de savoir que les deux partenaires, les deux acteurs clés du système public sont alignés et entendent travailler en bonne intelligence. Et donc, cette logique d'accompagnement des projets, nous devons, je dirais, savoir aussi y répondre en lien, puisqu'ils se sont levés, avec les facilitateurs avec lesquels nous avons certainement vocation à travailler davantage. Et ce souci de pragmatisme et d'accompagnement, nous l'appliquerons dans ces premières années, puisque nous voyons bien que, premiers mois, les choses sont encore, je dirais, se mettent en place, en étant évidemment conscients que sur le règlement de la première année 2015, où les choses sont en train de s'installer, nous serons amenés évidemment à analyser l'atteinte des engagements et des objectifs en étant évidemment conscients de ce que nous sortirons, nous solderons fin avril par le paiement du solde de 40%, une première année dont nous savons tous qu'elle a été, je dirais, marquée par une logique de transition. Ce qui est une manière de vous dire que voilà, nous serons pragmatiques. Vous êtes bouillonnants, vous êtes innovants, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous essaierons, nous, d'être à vos côtés et d'être dans une forme de pragmatisme. Ce qui nous attend dans les prochains temps, c'est un rendez-vous que prévoit le règlement arbitral, puisque quand on ne conclut pas une convention pour 5 ans et qu'on passe par un règlement arbitral, le règlement arbitral prévoit nécessairement que les partenaires soient amenés à renégocier dans les 2 ans. Et donc nous avons obligation de se retrouver sur le sujet qui nous intéresse avant février 2017. Je pense que c'est un rendez-vous à la fois nous oblige, puisque c'est une obligation, mais qui pourra nous permettre, à compter de l'automne prochain, puisqu'on ne va évidemment pas se réunir 3 jours avant l'échéance, de faire un point et de voir ce que nous pouvons encore améliorer. Je ne crois pas que ce serait intelligent de vouloir tout bouleverser. Les choses se mettent en place, des structures ont fait l'effort de basculer dans le nouveau cadre conventionnel, d'autres sont en train de faire l'effort d'essayer d'y entrer. Ce n'est certainement pas le moment de vouloir faire une refonte du dispositif. Mais ce faisant, nous aurons probablement la possibilité de toiletter ce dispositif. Probablement, je le dis aussi, parfois, sur certains points, et je l'assume, de le simplifier. Et il n'est pas impossible que nous puissions avoir des idées pour assouplir quelques points. J'y suis prêt. Parce que j'ai conscience de ce qu'il faut toujours à la fois fixer un niveau d'exigence élevé, mais qu'on peut de temps en temps, dans notre pays, et les pouvoirs publics dont la CNAM fait partie n'échappent pas à cette habitude, aimer un niveau de sophistication des règles que nous mettons en place qui peut parfois surprendre ou être une source de perplexité pour les acteurs de terrain que vous êtes. Donc il y a certainement dans ce toilettage probablement un réglage que nous pourrons retravailler en maintenant de l'exigence, parce que je pense que relâcher notre exigence sur ce que doivent être ces structures serait une difficulté, mais en maintenant ce niveau d'exigence, peut-être parfois essayer de faire plus simple et moins lourd pour les structures que vous représentez. Et puis nous aurons à cœur d'essayer de
de rendre le dispositif ainsi un peu plus attractif pour faire en sorte que s'il y a 1000 MSP à la fin de cette année, nous puissions faire que, si possible, nous ayons 1000 adhérents au dispositif conventionnel et ainsi faire mentir la loi de Pareto qui voudrait que au début ça marche et à partir de 20%, on s'arrête. Je voudrais terminer mon propos en sortant un peu du sujet des structures regroupées pluriprofessionnelles pour vous faire par ailleurs de ma conviction que pour conforter vos organisations, il faut aussi pouvoir avancer sur ce qui vous concerne en tant que professionnel de santé en général, puisque vous relevez les uns et les autres de cadres conventionnels monoprofessionnels. Et vous êtes par ailleurs, évidemment, et j'en dirai un mot, dans une relation quotidienne avec l'assurance maladie en tant que professionnel de santé conventionné. Et ces outils, je dirais, de droit commun vous intéressent et évidemment peuvent avoir, je dirais, un impact sur vos conditions d'exercice dans les structures regroupées dans lesquelles vous êtes. Ça m'amène à dire un mot rapidement du cadre conventionnel monoprofessionnel et puis un mot des relations de manière plus générale entre l'assurance maladie et vous. Sur le cadre conventionnel monoprofessionnel, nous avons un agenda assez dense, puisque nous allons, dans les 2 prochaines années, être amenés à ouvrir des négociations avec beaucoup des professions de santé qui sont ici représentées. Tout simplement parce que les conventions arrivent à échéance, et que quand une convention arrive à échéance, il est assez, je dirais, logique qu'une négociation s'engage. C'est le cas en ce moment, chacun le sait ici, de la convention qui lie l'assurance maladie aux médecins libéraux. Je ne vais pas ici m'étendre, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, mais simplement redire devant vous la conscience qui est la mienne de ce que, s'agissant de la convention médicale, je suis tout à fait conscient de l'importance des enjeux qui pèsent sur cette négociation. Des enjeux qui sont d'abord et des attentes des médecins au premier chef. Et les attentes des médecins au premier chef, elles portent, pour aller à l'essentiel, sur l'amélioration de leurs conditions d'exercice. Nous savons aussi qu'il y a des attentes, elles sont légitimes de la part des patients sur les conditions de leur prise en charge. Et il y a, je l'ai dit, des attentes qui existent et qui doivent évidemment s'intégrer dans le raisonnement, qui sont celles des pouvoirs publics, et notamment, je l'ai dit, de favoriser le virage ambulatoire. Ces attentes sont fortes et, chacun le sait, des contraintes existent. Ce qui sera, du coup, pour les partenaires conventionnels, et je mets l'assurance maladie dans les partenaires conventionnels, dessine, je dirais, un contexte de cette négociation qui, pour que celle-ci puisse aboutir, et moi je suis convaincu que c'est souhaitable qu'elle aboutisse, obligera les uns et les autres à aborder cette négociation en ayant à cœur à la fois de ce que nous construirons ensemble et du sens, et permettent d'apporter des solutions nouvelles à un certain nombre d'enjeux que j'ai indiqués. Et parce qu'il y a des contraintes et que nul ne peut s'en exonérer, car il n'est pas vrai qu'on puisse dire qu'il suffirait de se pencher pour récupérer des milliards ici ou là, comme si c'était aussi simple que cela. Il faudra par conséquent, en effet, à la fois faire des choix et construire dans la durée de cette convention. Ça nécessite de se faire confiance et de créer un état d'esprit dans la négociation qui favorise la co-construction. Et c'est l'état d'esprit qui est le mien et que j'ai présenté il y a une quinzaine de jours aux médecins lorsque nous avons ouvert cette négociation qui va durer maintenant jusqu'en juillet prochain. Et donner du sens, c'est notamment donner du sens aux éléments de rémunération dont je pense qu'ils doivent contribuer
là aussi, même si nous serons dans un cadre monoprofessionnel, à favoriser la capacité des médecins libéraux à davantage se structurer et se coordonner, quand bien même ils ne seraient pas tous déjà dans des structures regroupées pluriprofessionnelles. J'ai dit un mot de la convention avec les médecins, je ne souhaite pas être beaucoup plus long, peut-être y aura-t-il des questions après, mais je ne perds pas de vue, je le dis vite, qu'il n'y a pas que des médecins dans cette salle et que nous aurons évidemment d'autres rendez-vous avec les autres professions de santé au deuxième semestre 2016 et en 2017. Je voudrais rapidement terminer en évoquant les relations plus générales entre l'assurance maladie et les professionnels de santé de ville. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'assurance maladie a des responsabilités. Elle gère, dites-vous, 180 milliards. Bon, dit comme ça fait un peu peur. Je pense que nous ne les gérons pas tout à fait tout seuls. Nous sommes dans un écosystème public qui fait que, voilà, nous faisons partie d'un dispositif un peu plus large. Mais en effet, nous jouons ce rôle de remboursement, de prise en charge des assurés, et nous devons veiller effectivement à l'efficience et à la maîtrise de la dépense de santé. Mais notre mission est aussi, et je vais le dire en espérant ne pas soulever instantanément une réaction d'incrédulité, je considère, et je vous le dis, que notre mission est aussi d'être davantage aux côtés des professionnels de santé, au quotidien. Et il m'est arrivé de dire, et ça n'était pas une provocation de ma part, dans le but d'essayer, ce n'est pas toujours facile, de simplifier, en effet, vos conditions d'exercice. Quand je le dis, généralement, les gens se disent « mais ça n'est pas notre ressenti ». Je pense que la vérité est en réalité plus nuancée que cela, mais en tout cas, l'état d'esprit qui est le mien et l'orientation que j'ai mise en place au sein de l'institution est de pouvoir effectivement apporter des réponses, qui ne soient pas que des discours, mais des réponses sur ce sujet. Et j'en donne deux exemples, qui concernent les médecins pour le premier et tout le monde pour le second. Le premier exemple, c'est le régime des affections de longue durée, sur lequel nous avons plaidé et obtenu que dans la loi santé soit introduite une réforme des règles d'admission et de renouvellement des assurés ou des patients en ALD. Et qui, règles nouvelles, feront qu'il n'y aura plus de co-signature par le service médical des protocoles de soins. Et qu'il y aura, vous le verrez à compter de juin prochain, des modalités d'admission en ALD qui seront, je dirais, quasiment automatiques, le contrôle médical continuant en réalité de contrôler un tout petit nombre de pathologies parmi les 30. De la même manière, nous avons dans cette même loi obtenu que les durées des ALD puissent être augmentées pour celles des pathologies dont nous savons que, aujourd'hui en tout cas, elles ne sont pas susceptibles de recevoir une réponse thérapeutique permettant d'espérer une sortie d'ALD à 5 ans. Deuxième exemple, et là aussi j'espère ne pas faire trop réagir, le tiers payant. J'ai un peu fait réagir, le contraire m'aurait étonné. Nous avons présenté il y a une quinzaine de jours un rapport qui est un rapport qui a été élaboré conjointement par les régimes obligatoires et les organismes complémentaires. Ce rapport est public, j'invite chacun à le lire, et j'invite chacun surtout, parce que je représente le régime obligatoire, à bien regarder ce que les régimes obligatoires, tous les régimes obligatoires, ont indiqué être les règles du jeu du tiers payant concernant la part obligatoire. Et cette règle du jeu, elle est très simple. Elle consistera effectivement à mettre en place une garantie de paiement qui fera que, très concrètement, demain, quand vous recevrez un patient, vous serez à son domicile pour les infirmières,
eh bien, vous serez garanti du paiement de votre acte sur la base des droits qui figurent dans la carte vitale, que ces droits soient à jour ou ne le soient pas. Ça veut dire que vous ne serez plus évidemment, entre guillemets, les victimes collatérales de ce que la carte vitale n'a pas été à jour, que l'assuré n'est plus dans la caisse primaire parce qu'il a déménagé, a changé de régime, a une ETM ou n'en a plus. Bref, ça c'est une règle nouvelle et qui va réduire et donc supprimer la totalité des rejets qui sont liés aux droits des assurés. De la même manière que sur le respect du parcours pour les médecins, supprimeront là aussi cette cause de rejet qui aujourd'hui représentait 30% des rejets sur le tiers payant. De la même manière, nous déploierons, et ça ne sera pas une condition de la garantie de paiement, un service supplémentaire vous permettant, pour ceux qui le souhaiteront, d'acquérir en ligne, de manière automatique, les droits réels actualisés des assurés, ce qui présente un avantage quand il n'y a pas de carte vitale, et ce qui est aussi intéressant quand quelqu'un vient d'être admis en ALD et n'a pas eu le temps de mettre à jour sa carte. Nous modifierons les normes d'information de retour pour vous permettre un suivi qui sera aligné sur ce qui se passe pour les pharmaciens, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres professions de santé, car aujourd'hui, vous n'avez pas un retour d'information FSE par FSE, ce sera le cas en juillet. Nous, parce qu'il y aura toujours des rejets liés par exemple au fait que vous pouvez avoir parfois des transmissions multiples d'un même acte, non pas parce que vous vous amusez à le faire, mais parce que votre ordinateur ou votre messagerie électronique parfois bug et fait qu'on reçoit plusieurs fois la même facture, donc il y a des rejets, mais ce n'est pas des rejets, on en paye un, on n'en paye pas trois. Nous allons travailler à une clarification des courriers que vous recevez sur les rejets. Et enfin, oui, j'y reviendrai sur les courriers, et enfin, nous mettrons en place un numéro unique pour tous les régimes obligatoires qui permettra d'avoir un point d'entrée à partir de juillet prochain, quand il y a une difficulté sur tiers payant. Avec ça, ce ne sera pas parfait, mais je pense que ce sont des réponses concrètes qui, je l'espère, doivent permettre que les choses se passent le mieux possible. Et comme la loi est par définition sage, elle prévoit pour les ALD et les maternités au 1er juillet 2016 que vous avez la possibilité de le faire, jusqu'au 1er janvier où ça devient un droit pour les assurés. Donc nous aurons donc 6 mois pour voir, avec ceux qui souhaiteront faire le tiers payant, comment les choses se passent. Non, pas blablabla, vous verrez, ça sera... Nous aurons l'occasion de regarder comment les choses se passent très concrètement. Et de manière plus générale, en effet, j'ai parlé des courriers et des contacts entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Je pense que nous avons, au sein de l'assurance maladie, un travail que nous avons engagé pour effectivement simplifier nos modes de contact avec vous, rendre nos courriers plus courts, peut-être parfois un peu moins nombreux et plus clairs, et de même travailler sur votre capacité à pouvoir joindre des interlocuteurs quand vous en avez besoin, ce qui n'est pas toujours, je le sais, extrêmement simple. Voilà, je conclus ce propos en vous rappelant et en insistant sur ce point, c'est-à-dire nous avons des enjeux importants et je voudrais simplement conclure par ce point qui est de vous redire à quel point nous essaierons, dans la limite de nos moyens, mais avec la ferme détermination d'y être, de vous accompagner et d'être à vos côtés. Merci beaucoup. Alors, pour pouvoir développer et reconnaître, d'une part, notre rôle d'expert du médicament auprès d'une équipe de soins primaires sur des thèmes nombreux, comme le sont la iatrogénie des personnes âgées, le bilan de médication, l'analyse des interactions, le suivi des nouveaux médicaments, la conciliation médicamenteuse, l'observance et le suivi des traitements. Je mets à part, mais j'y pense beaucoup, aux entretiens pharmaceutiques qui ont quand même démarré depuis quelque temps, l'éducation thérapeutique, et d'autre part, celui qui est tout aussi important pour le pharmacien, c'est son rôle dans le dépistage, alors
j'ai plein d'amis médecins dans la salle, mais je vais prendre quand même des précautions, je vais parler de détection. Et la prévention des maladies chroniques. Il devient vraiment nécessaire pour nous de faire évoluer la convention pharmaceutique vers une convention beaucoup plus de mission et de pharmaciens correspondants auprès d'un patient. J'aimerais avoir, Monsieur le Directeur Général, votre avis là-dessus et ce que vous pensez faire. Alors, Brigitte Bouzy, comme vous savez, la question que vous me posez aujourd'hui dans ce cadre, vous me l'avez posée quand je suis allé à l'USPO en octobre, et j'ai eu la même d'ailleurs quand j'étais allé à la FSPF, je crois que c'est à Reims, un peu après. Je vous l'ai dit, moi je suis très convaincu de ce que on doit aller vers une meilleure reconnaissance de la diversité des missions des pharmaciens et des officines. Nous avons commencé par une OROSP qui prévoit et rémunère un certain nombre de missions d'accompagnement sur lesquelles vous êtes personnellement très investi, sur lesquelles nous avons essayé, dans le cadre de l'avenant en décembre dernier, d'essayer d'élargir un peu les choses. Mais nous étions conscients en décembre dernier que le moment n'était pas venu d'essayer de réfléchir plus largement, ce qui sera probablement le cas quand nous serons amenés à rediscuter plus globalement de la Convention des pharmaciens, quelque part, on va dire, à tout le moins en 2017. Donc ce sujet fera partie de nos échanges. Simplement, il sera très important, et je le dis devant une assemblée pluriprofessionnelle, que ce que nous construirons avec les pharmaciens sur l'accompagnement des patients s'inscrive dans un cadre qui soit très cohérent et bien compris avec l'ensemble des autres acteurs du système de santé. Donc il y a là besoin, en termes de méthode, d'avoir, pour l'assurance maladie et vous, une réflexion en amont qui ne soit pas trop cloisonnée au niveau de la seule profession des pharmaciens. Et donc, nous essaierons de travailler dans cet esprit. Merci pour la réponse. Dans l'équipe, nous avons l'infirmière. L'infirmière aussi a peut-être une question. Question qui concerne sa profession au sein de l'équipe. Nous avons une nomenclature qui n'est pas adaptée au travail en soins primaires. Par exemple, l'AIS n'est faisable qu'à domicile parce qu'il est lié à la dépendance et non pas à la chronicité. La surveillance de la chronicité n'est faisable que par les infirmières azalées. Or, et en plus avec une limite dans le type de pathologie. Or, il se trouve que nos compétences nous permettent de faire de la surveillance, peut-être pas forcément jusqu'à ce que fait l'infirmière azalée, mais au moins une surveillance. Sans sortir de notre décret d'acte, ça va de soi. Surveillance qui ne nécessite pas obligatoirement un déplacement à domicile. Surveillance qui dégage du temps médical. Alors, ma question est, à quand la reconnaissance de l'expertise infirmière et à quand la modification de la NGAP, enfin de la nomenclature, pardon. Ah, c'est une question qui parle, hein ? C'est bien. On attend la réponse. Donc c'est là où je suis invité à faire des réponses concises, c'est ça et... Si possible, hein. C'est un jeu. Hein. Bien, je crois que nous aurons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rendez-vous conventionnel, pas cette année mais la suivante, et ce sera certainement un sujet que nous serons amenés à aborder à ce moment-là. Donc je ne vous fais pas une réponse très précise, j'en suis désolé, mais je pense que c'est un peu compliqué compte tenu de l'importance du sujet que vous évoquez. Pardonnez. Ouais, mais votre sentiment, à vous, par rapport à cette question, parce que, ok, on va en parler plus tard, mais... Je vais vous dire, lorsqu'on aborde ce genre de questions, spontanément, évidemment, on est, je dirais, plutôt enclin à dire, oui, il faut assouplir, il faut permettre à la fois à ce qu'un acte puisse intervenir pas seulement à domicile, mais dans une structure, tout cela. Le bon sens, parfois, je dirais, ne nuit pas. Après, et c'est là où vous m'excuserez de ne jamais complètement oublier ce que Pierre Dehaas me disait tout à l'heure, vous avez 180 milliards sur le dos. Mon job est aussi de veiller à ce que, évidemment, nous maîtrisions les conséquences financières de ce que nous décidons. C'est toujours le caractère un peu frustrant des choses, hein, parce que si on pouvait fonctionner sans compter, on pourrait faire des choses formidables. Mais nous sommes obligés de compter parce que, pardonnez-moi de faire un peu de catéchisme et de vous infliger ça,
Mais des systèmes de solidarité qui ne s'équilibrent pas, à la fin des fins, quand ce n'est pas soutenable, il y a toujours deux seules mauvaises solutions pour les rééquilibrer. C'est soit le reste à charge, soit le rationnement. Donc, il y a un vrai enjeu, et pas uniquement pour embêter les gens, à essayer de faire que la maîtrise des dépenses se fasse le mieux possible. Voilà. Donc, nous serons amenés, le moment venu, comme toujours, à dire c'est peut-être une bonne idée, mais comment fait-on pour que, derrière, dans la discussion plus large que nous aurons, nous sachions aussi trouver les voies et moyens de dégager de l'efficience sur le reste des interventions des infirmières libérales en ville. Et donc, il faudra toujours trouver cet équilibre pour faire en sorte qu'à la fin, on n'arrivera pas à un solde nul, mais de faire en sorte qu'on maîtrise ce que nous décidons. Oui, parce qu'en fait, je vous parle économie, là. Je parle, certes, compétences reconnues, mais je parle aussi économie. Quand les patients qui peuvent se déplacer dans une maison de santé ne peuvent, pour certains actes, faire qu'à domicile, l'infirmière se déplacera à domicile. Et quand à un moment donné, nous nous retrouvons une équipe en train de dire « mais quel dommage, ça tu pourrais le faire » et nous de répondre « oui, mais on n'est pas payé pour ça ». D'abord, je compatis, mais je crains que l'actualité conventionnelle n'entraîne des conséquences en termes de temps d'intervention pour mon camarade. Non, sur les infirmières, je voulais juste signaler un travail que nous allons conduire dans les mois à venir. C'est un travail sur la pratique avancée dans le cadre de l'application de l'article 119. Donc, je saisis cette occasion pour signaler ces travaux qui sont importants. Et peut-être en ce qui concerne le travail des pharmaciens, nous travaillons beaucoup avec des établissements de santé pour améliorer les relations entre les pharmaciens dans les hôpitaux et les syndicats d'officine et les officines de tout court, si je peux dire. Et je voulais insister sur ces deux points, puisque ça ne concerne peut-être pas directement, enfin pas exclusivement les maisons de santé, mais ce sont pour nous des enjeux extrêmement importants dans les mois à venir. Notre activité de sage-femme dans les équipes de soins primaires est centrée sur l'activité à l'acte, comme nos collègues médecins, infirmiers. Notre expérience au sein des maisons de santé nous renvoie vers une possibilité de mieux nous organiser et de mieux nous coordonner avec les missions de PMI, quand elles existent sur le territoire concerné, même si ça pourrait être tout à fait du ressort des CPTS dont a parlé Madame Julienne. Est-ce que vous seriez prêt à envisager un cadre contractuel entre les sages-femmes libérales et les PMI? Question difficile. Non. Il n'y a pas de joker. Hein. Non, ah bon, très bien. Dommage. Non, écoutez, je vais quand même faire un joker, c'est que je verrai. Sur le principe, ce que vous me dites me paraît tout à fait souhaitable, donc on va regarder ça de manière tout à fait En fait, quand il y a une présence de PMI, c'est vrai qu'on aurait besoin de recentrer nos objectifs partagés, leurs objectifs à eux, nos objectifs à nous, et mieux travailler en coordination. C'est un peu ça en fait. Quand il n'y en a pas, le tissu libéral doit pouvoir assurer. Quand on est tous les deux sur le territoire, les libéraux et les PMI, on a besoin de revoir chacune de nos missions et pour mieux travailler ensemble. Bon, après, comme vous le savez, je veux dire, ça nous inscrirait dans un cadre, je dirais, trilatéral, hein, puisque les PMI ne relèvent pas de l'assurance maladie, hein, relèvent des conseils départementaux, donc il faudrait évidemment pouvoir travailler avec l'ensemble des conseils départementaux, qui ne sont pas un, mais comme vous le savez, 100, pour pouvoir faire un travail de coordination. Mais c'est certainement, évidemment, souhaitable que de pouvoir mieux coordonner les choses. Donc il faut regarder comment, de manière concrète, nous pourrions avancer, en lien, d'ailleurs, je le dis aussi, hein, avec les agences régionales de santé qui ont un rôle à jouer avec nous pour y arriver. Mais vous avez déjà un peu évoqué ma question lors de votre discours, mais un des grands principes du travail en équipe, c'est de répéter, de renfoncer le clou. Alors, pour que ça marche, il faut parfois répéter. Alors, travailler en équipe de soins primaires, on sait que ça apporte une plus-value pour nos patients, c'est démontré. Mais par contre, on sait aussi que c'est un travail différent qui prend du temps, avec un nombre d'échanges de plus en plus important, et puis des conditions pour organiser cette coordination aussi qui sont très particulières et qui nous imposent un peu un changement de fonctionnement.
Et pour ce changement de fonctionnement, on voit bien que les limites parfois du paiement à l'acte. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est valable aussi pour tous les professionnels impliqués dans l'équipe. Et là, on a l'impression que, avec certes l'arrivée du règlement arbitral, avec le développement du nombre de maisons de santé aussi, on a l'impression qu'on est à un tournant important qu'il ne va pas falloir louper. Et on peut se poser la question aussi du système maintenant de financement de ces équipes. Alors certes, le règlement arbitral, qui est compliqué à mettre en place, vous l'avez dit, et qui doit être simplifié, merci au nom de tout le monde, va apporter quelque chose, mais on peut se poser la question d'une convention spécifique à ces équipes de soins primaires pour passer à autre chose, enclencher la vitesse supérieure, nous permettre de répondre aux défis nouveaux concernant le parcours, incluant aussi justement une réflexion sur ces parcours bien au-delà du paiement à l'acte. Alors, cette révolution cette évolution, êtes-vous prêt à la conduire avec nous au plus vite? Non mais, c'est la question. Je ne vais pas la conduire avec vous ici, Fédération 1. C'est une évolution à laquelle, pour le coup, faut être très pragmatique. À un moment donné, si on a sur le terrain des professionnels de santé, de ville, et pas que des médecins, qui sont prêts à un moment donné évoluer dans un cadre conventionnel qui aille au-delà de ce qu'est aujourd'hui le règlement arbitral, c'est-à-dire une rémunération particulière qui vient accompagner une structuration et des charges spécifiques, mais qui, aujourd'hui, le règlement arbitral ne porte évidemment pas sur la rémunération individuelle de chacun des professionnels qui évoluent dans la structure. Bon. Donc là, ce que vous dessinez, c'est une étape significative, assez structurante, qui consisterait à inventer un cadre conventionnel, je dirais, totalement différent et adapté, non pas au fait qu'on est médecin, kiné, etc., mais médecin, kiné dans une structure. Je vais un peu vous renvoyer les choses. De toute façon, ça n'existe que dans un cadre conventionnel porté par vos représentants. J'en vois quelques-uns dans la salle. Donc, je veux dire, il faut à un moment donné voir s'il y a, je dirais, avec l'ensemble des professions de santé, donc l'ensemble des représentants des professions de santé, le souhait d'aller vers quelque chose qui ferait que le cadre conventionnel monoprofessionnel serait différent dans le cadre de la rémunération selon qu'on est dans une structure ou dans une autre. Une question compliquée, hein, compliquée, mais moi je suis toujours ouvert à toutes les réflexions, je n'ai pas de difficulté. Simplement, ce n'est pas quelque chose que l'assurance maladie pourra toute seule, ici à Nancy, indiquer comme étant, voilà, c'est ça la nouvelle frontière. Bon. C'est une belle idée, elle pose plein de questions quand même, il faut le dire, hein. Elle pose plein de questions. Bon, mais comme je le dis souvent, moi il n'y a pas de question taboue, donc je suis toujours prêt à tout regarder, mais ce n'est pas l'assurance maladie toute seule qui le fera. Il faudra qu'il y ait un large consensus, parce que s'il n'y a pas de consensus, de toute façon, il n'y a pas d'accord conventionnel pour y arriver. Voilà. Oh ben, ma réflexion, c'est simple, c'est que, comme d'habitude, c'est des nouvelles idées qui émergent. L'histoire, par exemple, du conventionnement spécifique MSP, moi, j'avais jamais entendu avant, donc il faut une première. Donc, voilà, il faudra voir les autres années comment ça avance. Mais toute idée est toujours bonne à prendre, évidemment. Pas de souci. Pierre ? Oui, je crois que c'est ce que M. Revel a dit, hein, c'est que plus on écrit l'histoire en fait, des soins primaires, plus on découvre des nouvelles frontières. Et puis on se rend compte que le système dans lequel on était et qui avait été créé après-guerre dans des conditions qui sont celles qu'on connaît, qui était un problème d'accessibilité aux soins, et qu'aujourd'hui, quand on crée une maison de santé, on résout quasiment les problèmes d'accessibilité. Pour le coup, on retombe sur des problématiques qui sont du travail interprofessionnel. Et donc, bien sûr qu'on va être amené à écrire de nouvelles choses.
Alors les vieux comme nous, Patrick, je ne sais pas si on fera partie, parce qu'on a bien compris que si c'était ouvert, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, ceux qui sont dans la salle, et particulièrement les jeunes, c'est à eux de se saisir de cela et de travailler sur ces sujets-là, de faire des propositions, parce que je pense que les soins primaires, dans 10 ans, s'exerceront totalement différemment de la manière dont ça s'exerce aujourd'hui, du fait de conventions en silo, qui sont des conventions monoprofessionnelles. Ok, donc au travail. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à nos amis Merci d'avoir répondu de façon assez concise.